Bonjour à tous mes élèves et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de correction d'une activité. Donc aujourd'hui nous allons corriger l'activité sur l'agriculture et la biodiversité. Donc déjà on va essayer un petit peu de parler en introduction de ce que c'est que l'agriculture et depuis quand il existe une agriculture. Donc nos hommes préhistoriques, quand nous étions des hommes préhistoriques, chassaient et cueillaient directement dans les forêts ce dont ils avaient besoin. Mais ils ont dû se rendre très vite compte que le meilleur moyen de se nourrir, c'est de cultiver soi-même ce dont on a besoin. Donc vous avez les plus vieilles traces de l'agriculture qui remontent à peu près 10 000 ans, ce qu'on appelle la révolution néolithique. Et vous avez ici une petite image que j'ai tirée d'un livre pour enfants qui montre ce que pouvait être l'agriculture chez nos ancêtres, avec des petits champs de blé, des choses comme ça, cultivées de façon assez ponctuelle. Un élevage, on voit au loin un élevage d'animaux, on dirait des vaches. Et là, vous avez un espèce de chien-loup qui devait garder les troupeaux. Donc cette agriculture était une agriculture de subsistance, donc ils devaient cultiver uniquement ce dont ils avaient besoin, ils ne pouvaient pas cultiver à grande échelle. Et cela a duré pendant plusieurs milliers d'années, donc à peu près de moins 10 000 à moins 3 000 ans. C'est ce qu'on pense en tout cas d'après les restes fossiles qu'on a pu découvrir et les études qui ont été faites. Si on revient en étant plus proche de nous, dans les années 1900-1920, on a la mise au point des premiers insecticides et pesticides de synthèse qui permettent ici, par exemple, de traiter un arbre fruitier. Donc, vous voyez déjà qu'à l'époque, on ne savait pas trop que c'était dangereux pour la santé parce qu'on voit que ces personnes n'ont aucune protection. Et les premiers produits pesticides étaient vraiment extrêmement puissants, donc très dangereux pour l'homme aussi. Dans les années 1950, on a ce qu'on appelle la révolution agricole. On va voir après quelques images là-dessus. Qui a entraîné en fait, grâce à des progrès technologiques et des progrès en génétique, une augmentation des rendements, essentiellement due à la mécanisation de la production. De nos jours, on a des produits, enfin des machines extrêmement puissantes qu'on appelle des tracteurs, moissonneuses-batteuses. Là, vous avez des machines qui plantent automatiquement des graines ou des petits plants. Ici, on voit des petits plants de blé qui sont plantés par ces robots. Mais vous devez connaître aussi ce genre de machines, comme des épandeurs pour pesticides, etc. Donc cette mécanisation dans les années 50 jusqu'à de nos jours a permis de nourrir une grande partie des populations humaines. Et sans ça, on serait encore avec des famines mondiales extrêmement importantes. Sauf que l'agriculture moderne entraîne aussi des problèmes. On connaît tous l'utilisation des pesticides. Vous avez ici un tracteur qui est en train d'épandre sur un champ des pesticides. Ces pesticides sont intéressants pour les agriculteurs car ils permettent de protéger les cultures contre les ravageurs de culture, essentiellement des insectes et des champignons, mais cela crée une pollution de l'air pour les pesticides. Ici, vous avez un autre exemple de problème lié à l'agriculture avec une culture sur brûlis. Donc en fait, le principe c'est de brûler les plantes qui poussent sur un sol. La cendre qui va être créée permet d'enrichir le sol, c'est une sorte d'engrais naturel, sauf que ça pollue énormément parce que ça libère beaucoup de dioxyde de carbone et beaucoup d'autres gaz dans l'atmosphère. Donc tout ça pour en arriver à une problématique. En quoi les mécanismes de l'évolution, on est toujours dans l'évolution, n'oubliez pas ça, permettent d'expliquer les impacts des pratiques agricoles modernes sur la biodiversité. Donc en gros, tout ce qu'on a vu depuis le néolithique, l'invention de l'agriculture, l'utilisation de pesticides, l'utilisation de machines de plus en plus performantes pour l'agriculture, l'utilisation de pesticides, de certaines pratiques agricoles, comment tout ça peut avoir un impact sur la biodiversité, toujours en prenant en compte que l'on s'intéresse ici à l'évolution, au côté évolutif des choses. Et donc on va se demander comment l'agriculture est influencée par l'évolution et comment l'évolution influence l'agriculture. Donc, vous devez avoir de votre côté le document avec les différentes parties à étudier. Donc, on va commencer par le document 1. Donc, vous avez dans ce document 1 un petit schéma qui vous montre comment, à partir d'une population sauvage, on peut obtenir des variétés modernes, que ce soit des plantes, que ce soit des animaux d'élevage. On est toujours dans l'élevage. Donc, si on part d'une population sauvage, vous avez ici, chaque point représente un individu. Vous avez une grande diversité d'individus puisqu'il y a des points de différentes couleurs, il y a des rouges, des jaunes et des verts, qui représentent différents allèles. Ces différents allèles étant importants en nombre, on a donc une grande diversité génétique.
Si on prend l'exemple du soja, on a au tout début dans la population sauvage, donc la population naturelle, hein, population sauvage, c'est toujours la population naturelle, qui n'est pas touchée par l'homme, qui n'est pas modifiée par l'homme. Cette population sauvage présente une diversité importante. C'est-à-dire qu'on aura des sojas peut-être de petite taille, de grande taille, de couleurs différentes. C'est ça que ça veut dire la diversité génétique. Et l'homme a choisi parmi ces sojas sauvages un soja qui l'intéresse. Peut-être le soja qui produit le plus. Peut-être le soja qui a le meilleur goût, etc. Ou la plus belle couleur pour lui. Et donc il sélectionne ici que les sojas verts et les sojas jaunes. Ce sont les premières variétés domestiquées. Et ces premières variétés vont être cultivées à différents endroits. Imaginez qu'il y a des hommes qui prennent certaines variétés, qui vont les amener, je ne sais pas, en France, d'autres qui vont les amener en Asie. Je suis très large dans mes explications. Et on va donc créer des variétés locales selon les pays. Il y aura peut-être une première variété locale avec beaucoup plus de soja jaune que de soja vert, et une autre variété locale dans un autre pays avec des sojas verts en plus grand nombre. Ici, on voit que la diversité génétique diminue. Et oui, parce qu'ici, nous avons perdu les sojas de couleur rouge. Les humains ne sont intéressés que par les jaunes et les verts. Donc le rouge étant perdu, on perd la diversité génétique. Donc on a perdu l'allèle rouge, par exemple. En plus de ça, ben, quand les sojas se reproduisent, ils créent des pollens, ils créent des graines. Cela peut migrer. Imaginez qu'un petit oiseau prend des graines et va les emporter un peu plus loin. Cette graine tombe de son bec, eh bien, il peut y avoir une migration de la graine comme ça. Et on peut obtenir un peu plus loin uniquement des variétés jaunes ou des variétés vertes. Et ces variétés peuvent être peut-être intéressantes pour nous, ce qu'on appelle les variétés modernes qui sont cultivées de nos jours. Et là encore, vu qu'on diminue le nombre d'allèles, on a une diminution de la diversité génétique. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, j'ai lu le texte avec vous dessous, parmi les plantes sauvages utilisées pour l'alimentation, les humains choisissent certaines plantes qui les intéressent. Ça peut être pour différentes caractéristiques, que ce soit la couleur, le goût, la taille. Pour les animaux, ça peut être la quantité de viande, la quantité de graisse, la taille, le poids aussi de ces animaux. Cette sélection des individus, ça s'appelle la domestication. Je vous en ai mis ici une définition. C'est tout simplement sélectionner une espèce sauvage que l'on pourra utiliser pour la culture ou pour l'élevage. Donc en fait pour créer des produits ou des services derrière. Chaque fois qu'un humain transporte des semences, il n'emporte pas l'ensemble de la diversité. Il ne choisit que certains individus, donc il choisit un petit échantillon de diversité. Et toutes les fois qu'on sélectionne certains individus, on a une migration. Cette migration a pour conséquence différents effets. Le premier, c'est sur la diversité génétique, qui va diminuer. Ce qu'on appelle le polymorphisme, c'est l'ensemble de la diversité d'un être vivant, que ce soit une plante ou un animal. Ce qu'on appelle le polymorphisme génétique. Polymorphe, ça veut dire qu'il y a plusieurs formes. Morphe, c'est forme, et poly, c'est plusieurs. Donc si on compare les séquences génétiques, on peut voir facilement, bon bien sûr il faut un appareil de laboratoire pour faire ça, si la diversité génétique est importante ou pas. Donc si le polymorphisme est important ou pas. Et ce qui est intéressant dans la biodiversité, c'est d'avoir le plus de polymorphisme possible. Parce que la diversité génétique, c'est bien d'avoir le maximum de diversité, donc le maximum d'allèles, et donc le polymorphisme le plus important. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, depuis le néolithique, on a notre espèce, les humains, qui sélectionnent des variétés de plantes et d'animaux, selon des critères spécifiques. Ces critères, c'est surtout pour augmenter les rendements. C'est pas forcément pour la beauté des plantes ou la beauté des animaux qu'on les sélectionne, mais plus pour le rendement et ce qu'on va en faire. Cette sélection se fait toujours apparaître une population ancestrale, c'est-à-dire une population sauvage qui vivait dans la nature, qui possède une forte diversité génétique. Et par définition, la sélection ne favorise que certains caractères. Si on sélectionne les animaux les plus gros, ben, tous les petits animaux ne seront pas sélectionnés. Donc forcément, les premières variétés domestiques perdent en biodiversité. C'est obligatoire, c'est le fait de la sélection. Et au cours du temps, la sélection se poursuit. À cela peut s'ajouter des migrations, donc soit des départs de certains individus, soit des arrivées de certains individus. Et en plus de ça, la sélection, ça améliore les plantes, mais améliorer dans le sens d'utilité pour l'homme, pas forcément des meilleurs individus. On obtient des variétés modernes à fort rendement, mais possédant une faible biodiversité.
Rappelez-vous l'exemple du soja, on est passé d'une diversité génétique de 2,4 à 1 en quelques centaines d'années. Pour expliquer ça, voici un petit schéma. C'est ce qu'on appelle l'effet goulot d'étranglement. Au début, vous avez une population ancestrale sauvage avec une très grande diversité génétique, représentée par les points de couleur. Plus il y a des couleurs différentes et plus cette diversité génétique est importante. Mais il va y avoir sélection de certains individus. Ici, on imagine que l'humain sélectionne les bleus, les gris et les verts. Ce qu'on appelle un effet goulot d'étranglement. C'est comme si on essaye de faire verser au travers d'une bouteille plein de billes. Il n'y a que certaines billes qui passent, les autres restent coincées. Au cours des générations et de soit des cultures, soit des élevages d'animaux et des différentes variétés, on obtient une population ancestrale domestiquée, ce qu'on appelle les variétés paysannes. Les variétés, je ne sais pas, pour les tomates, ce sera les tomates grappes, les tomates cœur de bœuf, les tomates comme ça. Et vous obtenez une diversité génétique plus faible, mais une population qui permet d'être cultivée et qui possède un intérêt pour l'homme. Je vous ai mis la définition d'un goulot d'étranglement. C'est lorsqu'il y a une réduction importante du nombre d'individus, suivie d'une expansion démographique, c'est-à-dire d'une augmentation du nombre d'individus. Mais on a toujours une perte de la biodiversité par rapport à la population ancestrale. Donc là, on a vu que l'agriculture permet par la sélection d'individus d'augmenter les rendements. C'est essentiellement ça le but de l'agriculture, il faut bien nourrir les gens. Par contre, on a une diminution de la diversité génétique. Premier point important comme conséquence de l'agriculture. Deuxième point, on va montrer ici que la monoculture est à l'origine d'une diminution de la biodiversité. Je vous rappelle qu'une monoculture, c'est la culture d'une plante unique. Par exemple, un champ uniquement fait pour le blé, pour le maïs, pour le soja, que des arbres comme des cerisiers, que des pêchers, que des pruniers dans un champ. C'est une monoculture. Donc vous avez ici la définition, c'est directement mis. Donc nous, on va d'abord s'intéresser au graphique. Donc sur les graphiques, vous voyez qu'à chaque fois, on regarde la richesse spécifique d'une espèce, soit l'abeille, les oiseaux, les plantes ou les arthropodes. Les arthropodes, c'est des petits insectes à 6 pattes. Et on compare ça dans un champ de maïs et dans une prairie. Une prairie, c'est simplement un champ d'herbe naturel, hein, ce n'est pas du tout modifié par l'homme. Et le champ de maïs, c'est bien entendu une culture faite par les humains. Donc ce qu'on observe, c'est qu'à chaque fois, quand on compare le champ de maïs à la prairie, on voit qu'il y a une richesse spécifique pour les abeilles qui est plus faible dans le champ de maïs, à peu près 15-16 espèces d'abeilles différentes, alors que dans une prairie, on obtient à peu près 22-23 espèces d'abeilles différentes. Pour les oiseaux, c'est pareil, on n'a que 2 espèces d'oiseaux différents dans un champ de maïs, alors qu'on obtient 5 à peu près espèces d'oiseaux dans une prairie. Pareil pour les plantes, pareil pour les insectes. D'ailleurs, pour les insectes, il y a beaucoup moins d'insectes dans un champ de maïs que dans une prairie. Donc ici, on observe que la richesse spécifique dans une monoculture est toujours plus faible que dans une prairie, c'est-à-dire dans la nature sans impact humain. Si on voit ça avec une phrase, à chaque fois, bien entendu, je ne le dis pas, mais vous prenez les corrections, vous pouvez faire pause et copier les phrases en bleu qui sont les réponses aux questions. Donc ce que l'on voit, c'est que quelle que soit la monoculture que l'on obtient en fin de compte, si on s'intéressait aux monocultures de soja ou de riz ou ce que vous voulez, on aurait toujours le même résultat. On a donc dans une monoculture une richesse spécifique qui est plus faible que dans le cas d'une prairie. On peut donc conclure que la monoculture diminue la biodiversité. Exemple en image, vous avez ici une monoculture en Amazonie avec différentes contraintes qui sont appliquées sur la nature. Par exemple, on a fait la déforestation et une culture sur brûlis, ce qui a déjà entraîné la pollution. Donc forcément, les animaux qui vivaient là où poussaient les plantes auparavant sont tous soit brûlés, soit ils se sont échappés. Vu qu'il n'y a qu'une seule monoculture, il va y avoir érosion, soit lors des fortes pluies qu'il y a en Amazonie, soit à cause du vent. Donc la terre part, l'érosion c'est le départ de la terre et des sédiments qui le composent. La monoculture crée des zones où il y a la terre qui apparaît, ce qui fait qu'on a une érosion qui est augmentée. La production est souvent limitée dans une monoculture et il y a une forte évaporation d'eau, ce qui fait que le sol s'assèche beaucoup plus rapidement. En plus, dans une monoculture, on doit utiliser beaucoup plus de pesticides et d'engrais que dans des cultures mixtes.
Au contraire, l'agroforesterie, vous en entendrez parler encore dans ce cours, mais c'est le principe d'utiliser différentes cultures au même endroit. Donc par exemple, on a une petite culture, imaginez que c'est du blé, c'est du maïs, avec des arbres autour qui protègent. Ce qui fait que dans les arbres, il y a encore la biodiversité qui persiste. On a différentes espèces d'oiseaux, différentes espèces d'insectes, etc. Et ces insectes et ces oiseaux peuvent, par exemple, manger les insectes qui sont nuisibles aux cultures. On utilisera moins d'énergie fossile et d'engrais dans ces cultures. Et on aura des revenus additionnels, par exemple liés à la coupe de bois. Ce qui fait que les paysans en agroforesterie gagnent plus et polluent moins les sols. C'est ce qui est déjà intéressant pour nous. En question 3, vous deviez montrer quelles sont les causes d'une augmentation de la résistance aux produits phytosanitaires. Donc les produits phytosanitaires, déjà c'est quoi? Eh bien c'est l'ensemble des produits qu'on utilise dans l'agriculture. Ça peut être des fongicides, c'est-à-dire des produits qui tuent les champignons, fongicides. Ça peut être des insecticides, donc des produits qui tuent les insectes ravageurs de culture, etc., etc. Donc, on va d'abord s'intéresser au graphique. Donc, ce graphique vous montre le nombre d'espèces arthropodes, rappelez-vous, ce sont des insectes, qui deviennent résistantes à des pesticides, et le nombre d'insecticides utilisés chez lesquels des résistances ont été décrites. Donc, en bleu, le nombre d'arthropodes qui deviennent résistants, et en jaune, le nombre d'insecticides pour lesquels on a observé des cas de résistance chez les insectes, c'est-à-dire le fait que cet insecticide ne tue plus l'insecte. Donc ce qu'on voit, c'est que les premiers cas de résistance apparaissent en 1914, donc c'était il y a quand même assez longtemps. C'est à peu près au même moment où on a commencé à utiliser les pesticides. Rappelez-vous que le début du cessation des pesticides, c'est 1920 à peu près, et leur grande utilisation. Donc en quelques années, les pesticides euh, deviennent déjà résistants pour certains insectes. Mais cette résistance reste faible pendant une bonne partie du dernier siècle et la résistance commence à augmenter à partir de 1945-1955. On voit que le nombre d'arthropodes qui deviennent résistants augmente fortement. On passe d'à peu près une vingtaine de cas, trentaine de cas, à plus de 600 cas en 2014 d'insectes résistants. En parallèle, on observe qu'il y a une augmentation de l'utilisation des insecticides et que les insecticides présentent de plus en plus de résistance chez les insectes. Donc ce qu'on peut conclure, c'est que l'origine de l'augmentation de la résistance aux produits phytosanitaires provient de leur utilisation. Plus on utilise de produits phytosanitaires, et plus le nombre d'espèces résistantes augmente. Donc quand il y a comme ça un parallèle entre deux courbes, c'est qu'il y a souvent une corrélation. C'est pas forcément une causalité, pas forcément une relation de cause à effet, mais en tout cas il y a au moins une corrélation. Et ceci est confirmé par le schéma suivant. Si vous regardez ce schéma, vous avez ici en 1 une diversité d'insectes. Vous avez des insectes, les verts là, les bleus et les roses. Les roses, ce sont des insectes qui deviennent résistants à un insecticide. Et ici, vous avez un avion qui est en train de dépendre sur un champ l'insecticide. Si lors de sa naissance, cet insecte ici possède les caractères qui lui permettent d'être résistant à un insecticide, il va se reproduire plus facilement parce qu'il deviendra résistant. Lorsque l'avion passe et répand son insecticide, tous les autres insectes sont tués, quasiment tous, mais celui qui est résistant n'est pas tué. Donc il se reproduit, et en se reproduisant, il transmet cette résistance à ses descendants, à ses bébés. Donc forcément, au cours du temps, on va avoir dans le champ de plus en plus d'insectes résistants à cet insecticide. On aura aussi d'autres insectes qui ne sont pas résistants, mais la majorité des insectes deviendront résistants aux insecticides. Donc, ce qu'on peut conclure de ça, et ce qu'on peut voir de façon générale, c'est que les produits phytosanitaires comme les insecticides, les fongicides, etc., permettent d'augmenter les rendements. Ça, c'est important, parce que s'il y a trop d'insectes ravageurs de culture, bah forcément, les rendements sont moindres. Mais leur utilisation massive entraîne la résistance d'un nombre croissant d'insectes qui pourraient, à plus ou moins long terme, menacer notre culture, notre agriculture, et mettre donc en péril notre sécurité alimentaire. C'est pourquoi limiter l'utilisation d'insecticides et de produits phytosanitaires de façon générale est très importante.
Pour terminer, on vous demandait de proposer des stratégies agricoles pour permettre de limiter la résistance aux espèces nuisibles. Donc là, je vous donne directement les réponses parce que j'ai pas de documents en plus à apporter, sinon ça faisait un petit peu trop pour vous. Donc, quelles sont les stratégies durables pour une agriculture, on va dire, plus écologique? Déjà, il faut conserver différentes variétés de plantes et d'animaux. Il ne faut pas utiliser qu'une seule variété de tomates, une seule variété de vaches, par exemple, alors qu'il existe plein de variétés différentes. Il faut limiter les monocultures, c'est-à-dire faire moins de monocultures et favoriser les polycultures, c'est-à-dire avoir dans un champ différentes espèces, du blé et du maïs ensemble, par exemple, pour limiter les maladies. On peut utiliser l'agroforesterie, c'est-à-dire utiliser à la fois des cultures basses entourées d'arbres. La rotation des terres, j'en ai pas parlé, mais c'est simple, c'est tout simple, hein. C'est un champ, une année on plante, l'année d'après on ne plante pas. On plante un peu plus loin. Puis 2 ans après, on replante au même endroit. Comme ça, on n'appauvrit pas le sol et on permet d'avoir un sol toujours riche qui permet de faire pousser les plantes correctement. Et bien entendu, on limite l'utilisation des produits phytosanitaires pour éviter de sélectionner les résistants chez les insectes essentiellement. Je vous ai mis ici une petite gravure qui date de 1845 en Irlande. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler en histoire, mais vers 1845 et un peu avant 1900, on a en Irlande une énorme famine qui est causée en fait par le mildiou. Le mildiou, c'est un champignon qui détruit la plupart des cultures. Sauf qu'à l'époque, on ne cultivait qu'une seule espèce, c'était la pomme de terre en Irlande. Et vu que le mildiou s'est attaqué à tous les plants de pommes de terre, eh bien l'Irlande s'est retrouvée sans nourriture. La pomme de terre étant à l'époque le principal aliment des Irlandais. Donc sur une population de 8 millions d'Irlandais à l'époque, il y en a 3 millions qui vont mourir. Une énorme famine. Et il y en a à peu près 2 millions qui vont émigrer aux États-Unis. Et c'est pourquoi aux États-Unis on trouve une forte communauté irlandaise. Donc, vous voyez qu'ici, l'exemple d'une monoculture qui est touchée par une maladie peut entraîner des conséquences très importantes sur un pays comme l'Irlande. Et ça s'est retrouvé dans beaucoup d'autres pays, ce genre de problème. Je vous ai mis ici un petit résumé de tout ce qu'on peut rajouter dans ce cours. Donc c'est pas obligé de le lire, mais ça peut être intéressant pour vous. Donc je vous laisserai le lire, vous aurez qu'à faire pause au besoin, c'est pas du tout obligé. On va dire c'est des choses en plus. Ça permet de voir un petit peu une biodiversité pour certains exemples de plantes et d'animaux. Moi je voulais plutôt vous montrer ça. Donc un petit schéma qui montre un petit peu les risques évolutifs associés aux pratiques agricoles. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ici on parle toujours d'évolution. Donc si vous avez des insectes ravageurs, parmi ces pucerons par exemple, il y a une mutation qui fait qu'un puceron va naître et il est résistant à un pesticide. Au cours du temps, les humains sur un champ répandent des insecticides, des pesticides, et ce petit puceron qui est résistant, lui, ne va pas être tué par le pesticide. Donc il va être sélectionné. C'est une sélection naturelle. Ici, le pesticide exerce une pression de sélection qui va tuer tous les pucerons qui ne sont pas résistants, mais celui qui est résistant va survivre. Et comme il survit, il se reproduit. Et en se reproduisant, les pucerons résistants augmentent en nombre dans la population, et cela va déjà fragiliser les cultures, va peut-être totalement détruire la culture, et en plus de ça, ça peut être euh, l'obligation pour les humains de créer de nouveaux pesticides, et donc de faire de nouvelles recherches, et peut-être d'utiliser des pesticides beaucoup plus puissants. Dans tous les cas, c'est mauvais pour nous. Autre façon de voir les choses. Donc si on résume, en 1950, on a des cultures variées, et même auparavant. On a des cultures variées avec différentes espèces végétales et animales. On a des haies, on a des petites cultures, des petits champs, et une grande diversité animale. On a beaucoup d'insectes, beaucoup d'oiseaux différents dans les cultures. En 1950, on passe à une monoculture, à des cultures ce qu'on appelle intensives, avec utilisation de pesticides, d'insecticides, d'engrais de façon massive. On a aussi une forte motorisation grâce à l'utilisation des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, etc. Et tout ça, ça va entraîner une sélection naturelle et artificielle par l'homme. Et on obtient de nos jours une diversité génétique qui a diminué, beaucoup moins d'insectes, d'oiseaux, d'animaux dans les cultures, différentes espèces végétales et animales qu'on cultivait avant qui n'existent plus.
On a beaucoup perdu par exemple en termes de diversité chez les tomates, chez les blés, chez les vaches. Et en parallèle, on a développement de ravageurs des cultures qui deviennent de plus en plus résistants aux produits phytosanitaires, donc c'est-à-dire aux pesticides, insecticides, fongicides. Et tout ça, ça a des impacts aussi sur l'homme, hein, parce que les agriculteurs qui utilisent ces produits ont souvent des cancers, des maladies rares qui se développent, et la seule façon d'expliquer, c'est parce qu'ils sont en contact avec ces produits. En bilan, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que les plantes cultivées et les animaux qui sont élevés sont issus d'une longue histoire évolutive, depuis le néolithique, rappelez-vous, au cours de laquelle l'homme a joué un rôle fondamental. La sélection de caractères particuliers permettant d'augmenter les rendements est appelée la domestication, terme important du cours d'aujourd'hui. L'évolution des pratiques agricoles vers la monoculture intensive et l'utilisation massive des produits phytosanitaires a entraîné une diminution de la biodiversité via un appauvrissement des sols. En conséquence, les capacités d'adaptation des espèces domestiques sont réduites. Vu qu'elles sont moins diverses au niveau génétique, elles résistent moins bien aux maladies, aux variations du milieu, par exemple les sécheresses, etc., ce qui menace notre sécurité alimentaire. Certaines pratiques agricoles, par contre, comme l'agroforesterie, pourraient solutionner ces problèmes. Il y en a d'autres, hein, c'est pas un cours sur l'agriculture, donc je m'arrêterai là. J'espère que vous avez, avec cette vidéo, de quoi travailler. N'hésitez pas à poser des questions par mail ou par message. Merci.